Bonjour et bienvenue dans Mondovision, votre émission géopolitique tous les dimanches sur Radio J. Une émission que j'ai le plaisir d'animer en compagnie du géopolitologue et historien Alexandre Adler. Cher Alexandre, bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous suivre, chers auditeurs, sur le site radioj.fr et désormais sur l'application Radio Player France. Alexandre Adler, on démarre cette émission avec les récentes crispations entre la France et Israël. L'ambassadeur de France à Tel Aviv, Éric Danon, a été convoqué jeudi par le ministère israélien des Affaires étrangères. À l'origine de cette convocation, assez rare ces dernières années à vrai dire entre les deux pays, les déclarations dimanche dernier du chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, invité du grand jury RTL Le Figaro. LCI, le patron du Quai d'Orsay, avait mis en garde l'État hébreu contre un risque, je cite, d'apartheid envers ses populations arabes. Des remarques jugées choquantes par Jérusalem et qui ont été suivies par une condamnation publique du Premier ministre israélien Netanyahou, puis donc par cette convocation de l'ambassadeur français à Tel Aviv. Israël condamne des déclarations, je cite, inacceptables, sans fondement et déconnectées de la réalité, selon les mots du ministre israélien des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi. Alors Alexandre, comment est-ce que vous expliquez cette montée en tension entre les deux pays alliés ? C'est particulièrement déplorable, d'abord parce que vous avez raison de le souligner. Depuis maintenant quelque temps, la France et Israël sont complètement alliés. Et en particulier, ils le sont dans un problème particulièrement sévère et sérieux, qui est la politique subversive que mène encore Erdogan en Turquie. Alors il a certes beaucoup de plomb dans l'aile, mais il est toujours là. Et puis il y a aussi la transition qu'il faut mener en Iran. Et dans ces conditions, la France et Israël, comme on dit en anglais, see eye to eye, ils sont exactement sur les mêmes positions. Mieux même, je dirais que le président Macron a pris des décisions très courageuses lorsqu'il a menacé très sérieusement, avec un déploiement de la marine française, toutes les tentatives de déstabilisation que menait Erdogan contre Israël et contre Chypre pour la question de la délimitation des fonds marins et donc des procédés, des ressources pétrolières très importantes qui sont là et qui vont rendre Israël pour la première fois excédentaire en hydrocarbures. D'où l'étonnement suscité par les déclarations de Jean-Yves Le Drian. Alors j'ajouterais à cela, et là c'est une remarque personnelle, que je connais Jean-Yves Le Drian depuis 40 ans quasiment. Et que je pense là de beaucoup d'hommes politiques français qui en fait, même lorsqu'ils dérapent, même lorsqu'ils ont des expressions malheureuses, ne sont pas véritablement antisémites, ou s'ils ont de temps en temps un relent anti-israélien, antisémite qui fait jour, ça ne correspond pas à la vérité de leur pensée. Bien entendu, le cas le plus célèbre étant celui du général de Gaulle. Mais c'est également le cas de François Mitterrand, lorsque, à un moment donné, il est allé un peu trop loin, mais alors qu'il a toujours été un ami profond et fidèle d'Israël. Donc, le cas de Jean-Yves Le Drian est particulièrement évident. C'est un homme qui, je le connais, non seulement n'est pas hostile à Israël, mais a pris vis-à-vis du Quai d'Orsay, et à plusieurs reprises, des positions complètement anticonformistes de défense d'Israël. Je l'ai vu prendre la défense d'Israël en public à un moment où ça n'avait rien d'évident. Donc il n'est pas soupçonnable. Alors pourquoi a-t-il dérapé comme cela ? Alors là, c'est une autre affaire. C'est que, bien entendu, nous sommes dans la phase finale de la négociation entre Israël et un futur État palestinien dont il est déjà entendu que cet État palestinien aura une souveraineté limitée, non pas du tout par Israël, mais au contraire par l'Arabie saoudite. Alexandre, des négociations qui pour l'instant sont au point mort, malgré les dernières déclarations américaines, notamment du secrétaire d'État Anthony Blinken. Anthony Blinken lui-même, il peut faire les déclarations qu'il veut. Il a d'abord essayé de les rendre au point mort. Mais bon, peu importe. On sait très bien que l'approche est difficile. C'est comme au Mikado. Il ne faut pas faire bouger le pion, parce qu'après, on perd son tour. Non, mais enfin, on a bien compris que depuis les accords d'Abraham, il se passe quelque chose entre le monde arabe, et le monde arabe d'abord et avant tout l'Arabie saoudite, et le monde juif, qui est irréversible. Alors bien sûr, le diable est dans les détails. Il y a encore beaucoup d'erreurs qui peuvent être commises.
Et c'est là, évidemment, où Jean-Yves Le Drian, qui n'est pas soupçonnable, je ne parle pas sur le plan culturel, mais je parle sur le plan politique, de la moindre complaisance à l'égard de l'islamisme. Et en particulier, c'est lui, et tout seul, et cette fois-ci contre l'opinion de tous les gens qui sont censés savoir, n'est-ce pas, au Quai d'Orsay notamment, qui a jeté tout son poids dans la balance, comme ministre de la Défense d'abord, puis comme ministre des Affaires étrangères. Sous François Hollande. Sous François Hollande, et là, c'était pas évident du tout, pour défendre le maréchal Sissi et pour défendre les militaires égyptiens attaqués, évidemment, et puis submergés à un moment donné par une vague des frères musulmans. Il a tout fait pour les faire battre, il a donné son appui à l'armée égyptienne, il a eu sur ce plan une position qui n'a d'égal que celle de la Chine, qui a également donné tout son soutien au maréchal Sissi. Mais d'ailleurs, je m'en suis entretenu avec lui. Et donc, sur ce point-là, il n'est pas soupçonnable. Alors justement, parce qu'il n'est pas soupçonnable, il a pensé qu'il fallait qu'il ait un petit redressement, étant donné que les Palestiniens sont dans un état aujourd'hui d'émotion très grand et qu'ils ont le sentiment qu'ils vont être abandonnés, jetés aux chiens, etc., etc. Toute une rhétorique d'ailleurs ridicule, mais à laquelle ils sont en train de sombrer. Autrement dit, est-ce que vous pensez que c'est simplement une parenthèse ? Ben oui, bien sûr. Il va falloir qu'il fasse une excuse, qu'on trouve quelque chose. Enfin, bien entendu, étant donné que ce n'est pas une parenthèse, il y a une vraie divergence de fond, mais il n'y a pas de divergence de fond. Bibi Netanyahou et les dirigeants israéliens, et Gabi Ashkenazi et Benny Gantz sont tous d'accord. Il faut donner une entité étatique minimale à cet État palestinien, un siège aux Nations Unies, un plan de partage. Donc tout ça est nécessaire. Mais bien entendu, ça ne peut être fait que de manière contrôlée, car il n'est pas question de laisser cet État palestinien déstabiliser, comme il le souhaite, la situation au Moyen-Orient. Et on ne va pas accepter son programme. Mais cela dit, en faisant ça et les humilier, il y a de la marge. Et c'est cette marge que, évidemment, maladroitement, pour une fois, Jean-Yves Le Drian a commise. Alors il faut qu'il répare. Mais il s'agit bien de cela. C'est-à-dire de faire en sorte que l'État palestinien qui doit voir le jour soit soigneusement encadré par l'Arabie saoudite, par les Émirats, c'est-à-dire par tout ce clan arabe modéré et pragmatique, et j'y inclus bien sûr le pouvoir égyptien actuel du maréchal Sissi, a choisi, je le dis, a choisi clairement avec les accords d'Abraham, un compromis historique global avec Israël qui inclut maintenant d'ailleurs le Maroc et bien sûr, sans qu'ils le disent, l'Algérie. Alors dans ces conditions, effectivement, il faut faire attention. Et c'est vrai que là, cet homme admirable, parce que Jean-Yves Le Drian est un homme admirable, songez que quand même c'est un syndicaliste agricole qui a fait des études véritablement sans du tout les grands lycées parisiens et tout cela, qu'il a été diplômé à Rennes, il a eu l'agrégation d'histoire, personne ne l'a poussé à le faire. Et par la suite, eh bien, ce fils de paysan, ce syndicaliste agricole, a été un franc-maçon exemplaire et un homme qui a, sur à peu près toutes les grandes questions, montré l'étendue de son engagement humaniste. Alors, si ça ne compte pas, alors le général de Gaulle aussi ne compte pas. Ces déclarations, Alexandre, de Jean-Yves Le Drian interviennent alors que l'Union européenne, ou du moins une partie de ses membres, insiste pour dénoncer les politiques israéliennes à l'égard des Palestiniens, suite notamment à la dernière opération de Tsahal dans la bande de Gaza contre le Hamas et le djihad islamique, mais pas seulement. Ainsi, mercredi soir, l'Irlande est devenue le premier État européen à accuser Israël d'une annexion de facto de la Judée-Samarie. Le Parlement irlandais a voté une résolution en ce sens, soutenue par le gouvernement local. Et l'Irlande, qui, comme d'autres pays, notamment la Belgique ou le Luxembourg, soutiennent une politique de sanctions contre l'État hébreu. Une loi pourrait d'ailleurs être également votée en Grèce pour procéder à l'étiquetage des produits israéliens fabriqués dans les implantations. Est-ce une tendance, Alexandre, particulièrement inquiétante, où Israël peut-il finalement rompre cette unanimité, notamment grâce aux appuis allemands et surtout en ce moment hongrois ? Bon, laissons les Hongrois, c'est rien du tout. Mais évidemment les Allemands.
Et là, nous avons un allié de taille, et le plus important en Europe, en la personne d'Angela Merkel. Et donc, effectivement, l'attitude allemande, qui elle-même est secondée par un certain nombre d'autres États tout à fait responsables, et bien entendu par Boris Johnson en Angleterre, font que tout cela, ce sont des agitations lamentables. En ce qui concerne la Belgique, on a vu déjà ce que monsieur le représentant de la Belgique, ou qui se présente comme tel, Charles Michel. a pu faire face à Erdogan, lorsqu'il a laissé Ursula von der Leyen sur un strapontin. Fameux Sofagate. Bon, voilà ce qu'il faut en penser. Bon, moi, ce qu'il peut dire sur la question palestinienne a à peu près la même valeur. Bon, et puis il y a... Et donc Israël a intérêt, est en train peut-être même de parvenir à nouer certaines alliances, en tout cas de se rapprocher de certaines capitales européennes, justement pour éviter qu'il y ait une forme d'unanimité. Oui, bien sûr. C'était le rôle des bons diplomates israéliens. Il y en a de jouer sur un certain nombre de cas. L'Autriche, par exemple, qui a beaucoup à se faire pardonner dans ce domaine, est actuellement un peu en pointe dans le refus des positions d'isolement d'Israël. Et bien entendu, derrière l'Autriche, on a bien sûr la diplomatie allemande. Et la Hongrie, Alexandre, vous avez un peu écarté cela. La Hongrie, que vous voulez que je vous dise? La Hongrie, c'est Budapest. Budapest, c'est les Juifs. Et ça a toujours été. Et puis, par ailleurs, le pouvoir actuel, avec M. Orban, n'est pas exactement un grand ami des Juifs. Mais sa femme est juive. C'est la Hongrie. Enfin bon, de toute façon, il ne faut pas prendre ce pays très au sérieux. Malgré ces positions d'extrême droite, on le voit régulièrement soutenir Israël avec peut-être des visées politiques plus larges. Évidemment, c'est une façon de se montrer sous un jour plus favorable, étant donné le rôle que la Hongrie a joué pendant la dernière phase de la Shoah, bien sûr. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance parce que Orban n'a aucune importance. Alexandre, on va maintenant traverser l'Atlantique pour s'arrêter quelques instants sur la situation américaine. Un vent d'antisémitisme puissant souffle actuellement sur le pays. De très nombreux incidents anti-juifs se multiplient aux quatre coins des États-Unis, notamment à New York, San Francisco ou encore à Los Angeles. Des scènes qui rappellent la violence que connaissent parfois les juifs d'Europe sur fond de retour des tensions au Proche-Orient. Les principales organisations juives américaines ont d'ailleurs organisé jeudi un rassemblement virtuel contre l'antisémitisme. Alexandre, vous avez beaucoup écrit sur les États-Unis, notamment après le 11 septembre 2001. Comment regardez-vous la situation là-bas? Et est-ce que cette poussée d'un progressisme matiné d'antisionisme et parfois également d'antisémitisme vous interpelle? Il y a une minorité d'origine arabe aujourd'hui et musulmane importante. Il y a les Black Muslims, c'est-à-dire ces prosélytes musulmans noirs qui ont choisi l'islam par défi de ce qu'était à leurs yeux l'évangélisation chrétienne. Et ce sont les principaux vecteurs de l'antisémitisme. Mais bien entendu, qu'est-ce qui provoque l'antisémitisme? L'absence de réaction des Juifs. La lâcheté, c'est ce que a écrit un polémiste, Gerhard Lessing, qui est le grand-père de Grégor Gysi, l'actuel dirigeant communiste, qui l'a payé de sa vie. Il a été assassiné par des fascistes, des nazis autrichiens à Marienbad, peu après l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Et c'est effectivement l'absence de réaction ou la volonté assimilationniste un peu lâche. On voit quand même certaines organisations écrire, publier des tribunes, s'organiser. Si les élites juives américaines, notamment Hollywood, avaient eu un peu de courage à dénoncer l'antisémitisme d'un certain nombre de forces aux États-Unis, pas seulement l'extrême droite, bien sûr, surtout l'extrême gauche, on n'en serait pas là. Mais ils n'ont aucun courage. Alors bien entendu, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, l'élite de la société américaine est très profondément marquée par le judaïsme. Et donc, il y a un complexe. Et de ce fait, aujourd'hui, qui est courageux, qui défend Israël jour après jour, ce sont les évangéliques. Et oui, ce sont ces protestants fondamentalistes qui ont une foi dans Israël qui est chevillée au corps. Et je les salue. Et heureusement, ils sont là comme le deuxième moteur, parce que les élites juives, notamment à Hollywood, et les intellectuels sont
pas très bons. Parce qu'on a l'impression de voir, Alexandre... Je ne veux pas les injurier, mais ils ne sont pas du tout au niveau où ils devraient être. Mais c'est comme ça. Une lame de fond, notamment dans les milieux intellectuels et universitaires. On a vu il y a quelques jours un rassemblement être organisé devant le MoMA à New York en dénonçant la présence dans le conseil d'administration de ces musées new-yorkais de personnalités pro-israéliennes. On est en train de chercher dans de nombreuses institutions quelles sont les personnalités juives qui soutiennent de près ou de loin Israël. C'est absolument terrible. C'est épouvantable. Et ça crée ma rage, bien sûr. Mais en même temps, il faut raison garder. Est-ce que la société américaine va basculer là-dedans ? Je ne le crois pas vraiment. Et je pense qu'en particulier, si quelqu'un est un défenseur inconditionnel ici de l'intégrité de la communauté juive, c'est bien le président Biden. Donc bon, ça va s'arranger. Mais bien entendu, ce test en grandeur nature nous montre la lâcheté et la démission des élites juives américaines. Se battent pas comme elles le devraient. Et évidemment, c'est le petit peuple qui se bat. Alors voilà. Et c'est lamentable que un personnage comme Trump, qui n'a aucune sympathie pour le peuple juif, va probablement à un moment donné se saisir de l'affaire pour reprendre la parole. Ça n'ira pas bien loin. Mais ceci, en creux, nous montre la démission des élites juives américaines, qui est quand même la plus grande communauté juive du monde. C'est mauvais, ça, c'est pas bon. Alexandre, on va terminer cette émission avec la visite en fin de semaine d'Emmanuel Macron au Rwanda. 27 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis, le président de la République a reconnu les responsabilités de la France dans ce génocide, le dernier du XXe siècle, tout en rejetant toute idée de complicité française aux côtés des Hutus. Est-ce, Alexandre, une prise de parole salutaire selon vous, ou considérez-vous que le chef de l'État aurait pu être plus explicite dans ses excuses en présentant pardon au nom de l'État français ? Non, je pense qu'il a fait exactement comme il fallait. La cote était cette fois-ci bien taillée. Il n'a pas fait la bêtise de parler de crimes contre l'humanité à propos de la guerre d'Algérie, comme il l'a fait au tout début de son mandat présidentiel. Et là, je pense qu'il a beaucoup réfléchi, il a discuté. D'abord, il le dit explicitement avec les diplomates du Rwanda. Et c'est véritablement un communiqué qui a été, je dirais, calibré à la virgule près. La France a des responsabilités, et elle le sait, et la France n'a pas non plus de culpabilité au sens, par exemple, du droit international. Et il est évident qu'à aucun moment, les responsables français, quand bien même ils détestaient Paul Kagame et la communauté Tutsi, n'ont mesuré ce vers quoi ils étaient en train d'aller. Alors maintenant, deuxièmement, et c'est là une extraordinaire transition. Si l'Amérique nous donne un peu de déception, les Tutsis, par contre, voilà des alliés d'Israël. Je ne parle même pas de nombreux dirigeants Tutsis, notamment à Bruxelles, qui ont embrassé le judaïsme. Par solidarité, il y a un petit culte local sur Anne Frank, qu'il compare, bien entendu, sa tragédie à tous les Tutsis massacrés. Mais il y a beaucoup plus que cela. Il y a une identification morale très très forte de toute la communauté Tutsi, et Dieu sait qu'elle est influente. Et si le Rwanda est véritablement exemplaire dans sa reconstruction économique, et l'État d'Israël. Je ne parle pas des nombreux liens qui ont été tissés depuis maintenant un certain temps par les organismes de sécurité israéliens et ceux du Rwanda. La formation même que les élites rwandaises ont subi en Israël, l'aide que leur a apportée le Mossad, le Shin Bet. Bref, nous avons aujourd'hui un allié, je ne dis pas inconditionnel, ça n'existe pas, mais un allié profond, et qui est également particulièrement sensible, puisqu'on parle d'apartheid, puisque malheureusement, mon ami Le Drian a eu la bêtise de prononcer ce mot maladroit. Le fait qu'aujourd'hui, la communauté noire d'Israël, originaire évidemment des grandes difficultés de ce qu'on appelle les falachas et de leurs petits cousins, les falach morés, c'est-à-dire des falachas mal convertis, par exemple à Addis Abeba, et qui aujourd'hui sont revenus eux aussi. Et bien donc l'importance de cette communauté
Et le retour un peu partout de prosélytes venant d'Afrique est en train de modifier en profondeur l'idée même de la communauté juive. Les juifs sont aussi blancs et noirs que le reste de l'humanité, et c'est très important. Et puis rappelons-nous quand même que ceux qui se moquaient de la peau noire de l'épouse de Moïse ont été frappés de la lèpre. Ils étaient tellement blancs qu'ils ont dit le mal blanc. Eh bien voilà ce que dit l'Écriture, et voilà la réalité. Nous sommes très très fiers d'avoir une composante noire très importante. On la voit dans la rue, on la voit dans Tzahal, on le voit partout. Et je me souviens encore d'être passé justement à Jérusalem alors que la première diplômée Falacha, infirmière, avait été reçue. Aujourd'hui, ce sont des médecins, des diplomates, une personne comme Pninam Tamano-Shata, et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Et ministre. Mi-député et ministre. Et j'ai vu les réactions de Bibi Netanyahou sont les miennes. Nous sommes tellement fiers de cela. Merci beaucoup Alexandre Adler, c'est déjà la fin de ce numéro de Mondovision, l'émission de géopolitique d'Alexandre Adler présentée par Steve Nadjar. Merci Alexandre d'avoir décrypté pour nous cette actualité géopolitique foisonnante d'Israël à la France en passant par les États-Unis et le Rwanda. Merci à vous évidemment chers auditeurs et auditrices de votre fidélité à notre programme. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site radioj.fr mais aussi sur Deezer, Spotify, Ocha ou encore Google Podcast. À dimanche prochain pour un nouveau numéro de Mondovision.